Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une bonne semaine de merde comme on les adore. Mais aujourd'hui, j'ai passé une plutôt bonne journée. J'ai pu bronzer un petit peu pendant 1 heure ou 2 et me promener dans la nature et vous écrire un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter concernant l'actualité pop culture, même si ça a été plutôt calme cette semaine. Donc voilà, pour ce qui est de ma semaine de merde, je vous en parlerai peut-être dans l'épisode de jeudi prochain. On verra. En tout cas, je vais commencer par une bad news pour les fans des séries HBO. Les saisons 2 de The Last of Us, qui est sortie cette année le 15 janvier 2023, et la saison 3 de Euphoria serait repoussée à 2025. On est habitués, ce sont des séries à gros budget, avec beaucoup de technicité, notamment pour Euphoria, qui demande un certain calibrage en termes de caméra, des certaines couleurs de pellicule. C'est toujours assez compliqué pour eux de produire la série. Il faut savoir que la première saison était sortie le 16 janvier 2019 et la deuxième le 9 janvier 2022. Donc il y avait quand même 2 ans et demi de différence entre la saison 1 et la saison 2, même s'il y a eu le Covid techniquement entre les deux qui a un peu excusé tout ça. Et cette fois-ci, en fait, ce serait juste lié à la grève des scénaristes. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, 15 ans après leur dernière mobilisation massive, les scénaristes exigent une hausse de leur rémunération, mettant en danger du coup la production de plusieurs séries depuis le 2 mai. Donc ça concerne plus de 11 000 scénaristes. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 3 ans, la profession renégocie ses contrats avec l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, qu'on appelle l'AMPTP. Et si les producteurs avaient pu éviter de justesse, en gros, en 2017, la grève, là, les 6 dernières semaines de discussion se sont soldées par un échec. Et donc, du coup, face aux principales plateformes et chaînes comme Netflix, Amazon ou encore NBC, le syndicat des scénaristes espérait obtenir une meilleure rémunération pour faire face à l'inflation et une plus grande part de bénéfices sur le streaming. Et en gros, là, le problème, c'est que leur mobilisation, elle a pas de date de fin et la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que c'est l'interruption, des late night shows, donc vous savez tout ce qui est, les shows, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et cetera, qui n'ont pas été diffusés pendant quelques jours. Et du coup, ce qui pose problème, pas du coup dans l'immédiat, mais pour plus tard, ça va être tout ce qui est arrêt de séries et retard sur toutes les séries, tous les scénarios qui ne sont pas écrits et cetera, donc ça va poser quelques soucis, de ce côté-là. À voir ce que ça donnera. Il y avait de nombreuses célébrités qui avaient été aperçues aux manifestations d'ailleurs, au mois de mai. De mon côté, j'espère que ça sera réglé rapidement, que tout le monde y trouvera son compte. Le gros inconvénient, c'est qu'on n'aura pas nos séries en temps et en heure. Le gros avantage, c'est que ça nous permet de regarder d'autres séries, puisqu'il faut savoir quand même que j'ai une liste longue comme le bras de choses à regarder et que parfois j'ai l'impression que c'est la course, mais comme j'ai d'autres séries que je regarde et qu'il y a toujours des nouvelles saisons qui sortent de temps à autre, et ça fait qu'on peut jamais commencer de nouvelles séries et du coup, je pense que ce sera aussi l'avantage de profiter de ce qu'on peut trouver sur Netflix ou Amazon Prime. Toujours en parlant d'Euphoria, parlons de Zendaya. J'ai l'impression qu'on parle de Zendaya toutes les semaines, mais que voulez-vous, c'est une reine. Zendaya qui a à nouveau demandé à ce qu'on lui augmente son salaire par épisode d'Euphoria. Donc elle a demandé à ce qu'elle soit payée à peu près 1 million par épisode, ça peut paraître délirant, mais c'est normal. Devant elle, on retrouve Kevin Costner pour Yellowstone, donc on a à peu près 47 épisodes dans Yellowstone et il est payé 1,3 million par épisode. Et en première place, on a John Krasinski qui jouait dans The Office, qui est le mari d'Emily Blunt, qui jouait elle dans Le Diable s'habille en Prada, je sais pas si vous vous souvenez, qui lui gagne du coup 2 millions par épisode de Jack Ryan. C'est une série qui a sur Amazon Prime, il y a 24 épisodes. C'est une super série d'ailleurs. Et Euphoria, on a à peu près à 8 épisodes par saison, donc vous faites le calcul, hein. 3 fois 8, 24 et puis 1 million potentiellement par épisode, donc c'est pas mal. Je me demande d'ailleurs comment c'est établi, ces salaires finalement, sur quoi ils se basent? Comment est-ce qu'elles sont payées les stars? Faudrait qu'ils fassent un documentaire ou une vidéo là-dessus. Je vais regarder sur YouTube, mais je suppose que Zendaya, par exemple, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence, qui a gagné de nombreux awards, donc je pense que plus ils sont récompensés, plus ça leur coûte cher, au network de les avoir dans leur série. En termes de performance aussi du coup, le fait qu'eux refusent d'autres projets, je suppose que du coup ça les bloque. Ils se disent: «Bah OK, je dois tourner Euphoria pendant 6 mois, mais ça c du coup entre temps je pourrais pas faire d'autres films, donc tu dois me payer plus». Et puis bien évidemment, je suppose le temps passé à travailler, à apprendre les scripts, à jouer et l'énergie que ça demande parce qu'il faut savoir qu'Euphoria c'est quand même une série assez dark qui demande énormément, énormément d'énergie pour tous les acteurs et notamment Zendaya. Par la suite, je voulais vous parler de Beyoncé, notre reine, notre queen bee qui a performé, son concert tant attendu à Paris.
Alors, je suis pas une grande fan de Beyoncé. Enfin, je trouve qu'elle a une voix de fou, qu'elle te fait toujours un show de dingue. Pour moi, quand tu vas voir un de ses concerts, tu vas pas juste la voir en train de chanter, tu vas la voir en train de danser et de faire des chorégraphies de folie, avec des tenues de dingue. Hem, mais en fait, j'accroche pas trop, trop avec les chansons. Il y a quelques chansons que j'adore, mais c'est tout. Alors que Rihanna, par exemple, il y a pas une chanson que j'aime pas. En tout cas, elle nous a fait un show de dingue. Il y avait sa fille Blue Ivy, qui était sur scène avec elle et qui dansait, du haut de ses 11 ans, ce qui est incroyable. La meuf, elle a plus de talent que nous tous réunis et Beyoncé a rendu hommage à Tina Turner qui est décédée en début de semaine d'ailleurs, qui disait qu'en gros, c'était grâce à elle aussi qu'elle était Beyoncé aujourd'hui et qu'elle était là et qu'elle était aussi passionnée, par le chant et du coup, on a pu retrouver une ribambelle de stars au concert, de Beyoncé à Paris, comme Selena Gomez, Kylie Jenner, on avait Natalie Portman, il y avait Lenny Kravitz, enfin vraiment, tout le gratin était là donc c'était ultra sympa pour les fans qui étaient venus voir Beyoncé et qui puis finalement ont pu, apercevoir toutes leurs stars favorites. Parlons rapidement du festival de Cannes qui s'est clôturé hier avec la Palme d'or remportée par le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. La réalisatrice française a profité de la tribune donnée pour, critiquer, la réforme des retraites, donc ça a fait un peu, polémique. Mais, voilà, le festival de Cannes est terminé. On a encore pu voir plein, plein de stars, cette semaine et on a aussi pu assister au gala caritatif Amphare, ce 25 mai au Cap Edenrock à Antibes, dans le même hôtel, dans lequel, Sofia Richie s'est mariée, il y a quelques semaines et il faut savoir que du coup, c'est l'une des soirées les plus courues du festival de Cannes. Donc je vous ai trouvé un peu une définition qui résume ce que c'est, la soirée, de l'Amphare du coup. Donc l'American Foundation for AIDS Research, qui est une fondation américaine pour la recherche sur le sida, a été fondée en septembre 1985 par Elizabeth Taylor et les docteurs, Michael Gottlieb et Mathilde Krim et c'est l'acteur, Rock Hudson, je ne sais pas si vous le connaissez, qui sera l'un des premiers, à faire un don du coup à ce gala, un don de 250 000 et d'ailleurs cet acteur a succombé à la terrible maladie quelques semaines plus tard et du coup, depuis près de 4 décennies maintenant, cette association à but non lucratif, elle se tient à la pointe du combat contre le sida et pour la prévention du VIH et grâce à une recherche innovante, l'AMFAR ambitionne de mettre un terme en gros à l'épidémie, donc elle participe au développement des médicaments antirétroviraux qui maintiennent en vie, des millions de personnes aujourd'hui et du coup, ça a été très, très introduit auprès des célébrités, des médias, de l'art et de la mode et l'association a récolté déjà 617 millions de dollars pour ces différents programmes, ce qui lui a permis d'accorder plus de 3 500, subventions à des équipes de recherche du monde entier et du coup, à partir de 93, le gala de Cannes de l'Amphare, en marge du, festival du coup du 7e art, est devenu un rendez-vous incontournable des aficionados, de la croisette et du coup, ça a permis, de réunir à lui seul 264 millions de dollars cumulés. Donc cette année, après un dîner haut de gamme, a eu lieu un défilé de mode avec divers artistes, qui offrent, des performances spectaculaires puis, une vente aux enchères surprise qui, vient un peu solliciter les cartes de crédit et les carnets de chèques, des donateurs. Donc c'est vrai que le billet d'entrée le plus économique, c'est celui qu'on appelle le billet, supporter, qui donne accès à une table partagée et qui coûte, la somme de 15 000 €. Quant aux grands philanthropes, ils doivent débourser à peu près 400 000 € pour une table privée de 12 invités. Donc, je vous laisse imaginer, le type de personnes qui assistent, à ce type d'événement. Donc comme à Cannes, on a pu retrouver des dizaines de célébrités venues du monde entier, allant des chanteurs aux acteurs ou même des influenceurs et créateurs de contenu. Donc ils avaient tous des looks plus fabuleux les uns les autres et on a pu retrouver Heidi Klum, Cindy Bruna, notre mannequin, française favorite, Scarlett Johansson, Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, la sublime Ashley Graham, Lucien Laviscount de Emily in Paris, Ed Westwick qui joue Chuck Bass dans, Gossip Girl, une majorité de mannequins, Victoria's Secret comme Sarah Sampaio, Jasmine Tookes, Stella Maxwell. On avait aussi la tiktokeuse, Charli D'Amelio, ma favorite Shay Mitchell qui jouait, Emily dans Pretty Little Liars, Noah Schnapp qui joue dans Stranger Things, Bebe Rexha ou encore Lena Situation. D'ailleurs, en parlant de Lena, elle portait une réplique, de la robe verte de J.Lo, une des robes les plus iconiques, qui existent dans le monde. Enfin, si vous allez, sur internet, vous tapez robe verte, directement, on va vous proposer, Jennifer Lopez et du coup, elle a fait une petite vidéo avec Vogue France, qui était très sympa d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, elle est sur YouTube. Elena, comme d'habitude, comme toutes les stars d'ailleurs, il n'y a pas qu'elle, hein, elle s'est fait lyncher parce que, je cite: «Elle avait des trop grosses cuisses pour porter cette robe-là» et je me dis: «Mais c'est dingue, tu qui toi, habillée comme un sac poubelle probablement dans ton lit en train de bouffer des Kinder Bueno,
pour critiquer une nana qui est sur un red carpet, qui a un corps on ne peut plus normal en plus, mais même si elle était obèse et qu'elle avait v'là la cellulite, toutes les vergetures du monde, tu es qui toi pour la juger et la critiquer? Tant qu'elle, elle s'assume, tant qu'elle, elle est bien, c'est tout ce qui compte. Enfin, les corps, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui kiffent les corps minces, d'autres qui kiffent les formes. C'est voilà, chacun son truc, chacun a sa définition, du «corps parfait» entre guillemets et de toute façon, il y aura jamais de corps parfait. Mettez-vous bien, ça en tête. D'ailleurs, Léna le dit dans la vidéo, hein, que quand vous voyez des nanas avec des cheveux de fou sur les red carpet, croyez pas, c'est que des extensions, que des trucs comme ça. Personne n'a des cheveux parfaits, c'est juste qu'ils ont tous les outils et accessoires possibles pour se mettre en valeur. Mais en tout cas, ouais, ça me rend toujours furieuse de voir ce type de commentaires et je me dis: «Mais c'est fou, ça t'apporte quoi, en fait?» À part te dire que tu vas, mettre quelqu'un dans le mal, quoi. Alors ou alors c'est de la jalousie, ils ont le seum de pas être à Cannes et c'est juste, un moyen, de lui faire du mal. Enfin derrière, venez pas vous étonner si derrière Léna ne crée plus de contenu pendant, des mois, parce que, parce que vous lui avez mis le seum et parce que vous lui avez fait de la peine, quoi. Et je parle là de Léna, mais ça vaut pour tout le monde. Enfin bref, c'était un peu le coup de gueule. D'ailleurs, je crois que c'est Billie Eilish, pareil, qui a poussé un coup de gueule cette semaine sur les réseaux sociaux. Billie Eilish qui est connue quand même pour avoir un look assez, tomboy, assez, garçon manqué et là, elle se sent de plus en plus à l'aise pour avoir un look un peu plus féminin et bah, pareil, elle s'est fait lyncher: «Ouais, on te reconnaît pas, tu te prends pour qui à porter des vêtements féminins alors qu'avant tu portais des vêtements ultra masculins». En gros, Billie, elle a juste dit sur Instagram: «Allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Vous êtes jamais d'accord, vous êtes jamais contents de toute façon, donc je m'occupe pas de votre avis». Donc voilà, en tout cas, c'était bien dit de sa part. Continuons avec Versace qui a lancé ce mardi 23 mai à Cannes sa toute nouvelle collection nommée La Vacanza en collaboration avec Dua Lipa. Cette nouvelle collection du coup comprend des robes de soirée, des bustiers, des accessoires et des sandales tissées parfaits pour nos tenues estivales. La seule chose qui va nous bloquer pour la plupart d'entre nous, ce sont les prix. Donc on a des tenues à pois noirs avec des papillons. Il y a des hauts à 800 euros, des robes à 3000 balles, des jupes à 800 euros à peu près. La seule partie de la collection que j'aime bien, c'est la partie Médusa, qui je pense est la plus, facilement portable. Et du coup, comme l'a expliqué un petit peu Dua Lipa, la création de mode, c'est pour elle une méthode de travail qui est très, très différente, de celle de la musique. Elle avait l'impression que l'énergie de Versace, l'avait un peu inspirée. Elle disait qu'elle savait pas du tout dessiner, mais qu'elle avait appris à comprendre le langage du design et à rebondir, sur les idées et que la valeur fondamentale de Versace, c'était la famille et et pour elle, c'était, vraiment ce qu'elle avait ressenti tout au long de cet échange et du coup, Donatella, elle, elle a répondu que c'était beaucoup de travail, mais qu'entendre cette voix à ses côtés, c'était formidable et que Dua Lipa était une femme d'aujourd'hui, qu'elle avait confiance en elle, qu'elle était forte et qu'elle voulait vraiment que cette collection reflète, bah, ce qui se passe aujourd'hui et qu'elle reflète, Dua Lipa et que pour elle, c'était, tout autour du plaisir et de liberté et de l'opulence que se présentait cette collection. Donc du coup, il y a beaucoup de vêtements de vacances, de couleurs, d'été, il y a beaucoup d'amusement et de liberté, je trouve, dans cette collection, mais aussi beaucoup, d'insolence, si je puis dire. En tout cas, je vous laisse aller voir sur, le site de versace.com pour en savoir un petit peu plus. Côté œuvre d'art, prête à sortir, nous avons le livre de Britney Spears qui aurait enfin, fini de l'écrire. Ce livre est censé s'appeler Brutally Honest, où elle y mentionnera notamment son enfance très difficile, sa vie amoureuse, sa mise sous tutelle. Hein, comme on le sait, Britney Spears, ça a été, très, très compliqué pour elle ces dernières années. Je pense que s'il venait à adapter ce livre en documentaire, ce serait malheureusement et heureusement pour elle, l'un des documentaires les plus vus de la décennie. Malheureusement parce que, bah, c'est triste de tirer profit un peu de ses mauvaises expériences et de sa vie, passée qui a été assez tragique et heureusement dans le sens où j'espère que ça lui rapportera des millions, et des millions, de dollars. Côté film, on a La Petite Sirène qui est sortie ce mercredi 24 mai, un grand classique de Disney qu'on a tous vu et adoré pour la plupart et qui met en avant cette fois-ci une petite sirène qui est noire de peau. Elle s'appelle Hailey Bailey, elle a 23 ans et ça a fait énormément de débats et polémiques, hein, je vous n'explique même pas pourquoi, mais je suis bien contente que Disney ait pris cette initiative et qu'on ait des princesses qui soient différentes de d'habitude et auxquelles, plusieurs petites filles pourront s'identifier. En plus, elle a une voix de dingue, elle est magnifique et ça va être fou comme film. Il signe le 7e meilleur démarrage de l'année après Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man, qui sont tous les 2 des films, Marvel. Donc je vous conseille à tous d'aller au cinéma pour revoir ce classique, pour aider le cinéma à perdurer et surtout, soutenir un peu les valeurs mises en avant, dans ce film. J'ai hâte de voir comment ils mettront en scène, Polochon et Sébastien qui eux, représentent, des animaux dans le dessin animé Disney.
D'ailleurs, en parlant d'animaux, ça me fait penser à Pedro Pascal. Je passe du coq à l'âne, mais Pedro Pascal, ou comme la toile aime l'appeler, Daddy, qui joue, alors là, je vais potentiellement très mal prononcer ce nom, Din Djarin dans The Mandalorian, et il avoue du coup désormais ne faire que la voix du personnage et non plus l'aspect physique, ce qui était le cas, dans les saisons précédentes. Aujourd'hui, l'aspect physique est soit joué par quelqu'un d'autre, soit il est monté à l'ordinateur, de toutes pièces. En tout cas, si vous aimez Pedro Pascal, je vous conseille d'aller regarder l'interview qu'il a fait avec Sean Evans il y a pas très, très longtemps dans Hot Ones. C'est toujours ultra sympa comme concept. En gros, il discute, il pose plein de questions. C'est une interview, on ne peut plus, classique avec des questions par contre un peu plus poussées et l'objectif, c'est de manger une wings de poulet ou de légumes si tu végétarien avec de la sauce piquante. Bien évidemment, tu as à peu près 10 sauces, la première étant la moins piquante et la dernière étant la plus piquante et donc tu les vois essayer de répondre à des questions, dans ce contexte. C'est assez drôle. Pour la suite, je voulais vous parler d'une rumeur qui court concernant Austin Butler et Kaya. Ils seraient apparemment, fiancés. Ils ont emménagé ensemble récemment en Californie. Lui, il a 31 ans et elle a 21 ans. Ils sont ensemble depuis, pas très, très longtemps, je crois que ça fait 1 an et demi. Lui, il était avec Vanessa Hudgens de High School Musical pendant 8 ans, puis Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis pendant 1 an. Et puis elle, elle était avec Jacob Elordi, pendant 1 an, entre 2020 et 2021 à peu près. Donc il y a rien qui a été confirmé, dans les tabloïds, mais en tout cas, plusieurs sources provenant des 2 côtés auraient mentionné, des fiançailles. Toujours concernant les rumeurs, parlons de Blake Lively, notre chère et tendre Serena van der Woodsen dans Gossip Girl. Elle a accouché il y a quelques mois de son 4e enfant avec Ryan Reynolds. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aimez ce couple, mais pour moi, c'est le couple, de la décennie. Enfin, un couple je veux un couple comme ça ou rien. En tout cas, il y a une source qui révèle que le prénom de son enfant aurait quelque chose à voir avec Gossip Girl, donc là, affaire à suivre. Je pense pas qu'elle l'ait appelé Blair ou Serena, mais peut-être qu'il y a un nom, oh, j'espère qu'elle l'a pas appelée Jenny parce que ce serait dramatique, mais potentiellement elle a utilisé un nom qui était présent dans la série, donc à voir là aussi. Et je voulais terminer avec un fun fact sur le film de Madagascar. Vous connaissez le petit dessin animé Madagascar qu'on a tous normalement vu quand on était petits, et qui traite un peu des animaux, dans un zoo. Il faut savoir qu'il est sorti il y a 18 ans et ça ne nous rajeunit absolument pas. Ça m'a choquée d'apprendre ça cette semaine. Une autre info beaucoup, beaucoup moins drôle, qui n'a rien à voir avec la pop culture, c'était un sondage que j'ai vu sur Twitter qui soulignait que 9 femmes sur 10 avaient peur de rentrer chez elles seules le soir. Je trouve ça absolument tragique. Je fais pas partie du coup de ces 9 femmes sur 10 parce que je me sens assez en sécurité, de façon globale, peu importe là où je vais. Non, je vais pas bien évidemment dans des quartiers craignos à 4 heures du mat, mais je trouve ça triste qu'on puisse plus sortir et c'est pas nouveau de toute façon, mais qu'on puisse, de moins en moins sortir le soir et qu'on ait toujours besoin, d'avoir un backup ou d'avoir un homme à nos côtés ou de sortir en groupe, et qu'on soit plus, libre de nos mouvements. Donc si vous sortez le soir les filles, faites attention par pitié, quitte à partager votre localisation sur WhatsApp avec votre mère, votre pote ou peu importe, jusqu'à ce que vous soyez, arrivés chez vous, c'est important. Voilà, c'était l'actualité pop culture. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Je crois qu'on est à 17 ou 18 minutes. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi, pour un épisode plus, lifestyle, plus, axé sur, les problèmes du quotidien. Je vous laisse mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, peu importe là où vous écoutez. M'envoyer des DM pour réagir aux news que je vous ai présentées et puis je vous dis à très vite. Bon lundi, qui est un lundi férié pour la plupart d'entre nous et passez une excellente soirée. Ciao, ciao.